On a tendance à l'oublier, mais n'importe quelle organisation, même la plus puissante, est à la merci de forces invisibles. Des forces qui peuvent soit la faire couler, soit la propulser vers des sommets. Aujourd'hui, on va justement apprendre à voir ces forces. Parce que comprendre ce monde extérieur, ce n'est pas une option, c'est une question de survie. Commençons par une vérité qui, honnêtement, fait un peu froid dans le dos. Aucune entreprise n'est invincible. L'histoire, c'est un peu un cimetière de géants qui se pensaient intouchables et qui, finalement, ont complètement ignoré les petits signaux faibles qui venaient de l'extérieur. La vraie question, c'est donc ça. Comment une organisation qui a l'air au sommet de sa forme peut-elle devenir si fragile, presque du jour au lendemain? Qu'est-ce qui change? Eh bien, la réponse, elle est rarement à l'intérieur, entre les murs de l'entreprise. La réponse, en fait, elle est tout autour. Une organisation, ce n'est pas une forteresse isolée. C'est plutôt un navire sur un océan qui bouge tout le temps. Et cet océan, il est complexe, il est instable, il est incertain. C'est de là que viennent toutes les vagues, toutes les secousses. Bon, face à ça, le premier réflexe, ce n'est pas de paniquer, c'est d'abord de comprendre. Il faut apprendre à lire la carte de ce monde extérieur, à identifier les courants et à sentir les tempêtes qui s'annoncent à l'horizon. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Mettons-nous d'accord sur les termes. L'environnement, en management, c'est tout simplement l'ensemble de ces facteurs externes qui peuvent impacter une organisation. En gros, c'est tout ce qui échappe à son contrôle direct. Et pour y voir plus clair, on divise généralement cet environnement en deux grands niveaux. D'un côté, il y a le macro-environnement. Imaginez, c'est l'océan dans son ensemble, la météo, les grands courants marins. Le capitaine du navire, il ne peut rien y changer, il doit faire avec. Et de l'autre, il y a le micro-environnement. Là, c'est plus comme les autres bateaux qui naviguent juste à côté. Les concurrents, les fournisseurs. Avec eux, le capitaine peut interagir, négocier, influencer. Alors justement, pour scruter cet horizon lointain, ce fameux macro-environnement, il existe un outil formidable. C'est un peu le télescope du stratège. Ça s'appelle l'analyse Pestel. Alors, Pestel, oui, c'est un acronyme, mais c'est bien plus que ça. C'est une vraie discipline. C'est une sorte de checklist, un guide, qui nous oblige à regarder loin, dans 6 directions bien précises, pour essayer de cartographier les grandes forces qui vont redessiner le monde de demain. Concrètement, qu'est-ce qu'on cherche? Pour le P de politique, on va s'interroger sur la stabilité du gouvernement. Pour le E d'économique, on va analyser l'évolution du pouvoir d'achat. Côté socio-culturel, on observe comment les modes de vie changent. Chaque dimension est une piste à explorer, mais à chaque fois, le but c'est le même. Essayer d'être le premier à repérer les menaces qui se profilent et surtout, les opportunités qui émergent. Ok, maintenant qu'on a regardé au loin, on va zoomer. On va regarder les bateaux juste à côté de nous. Si Pestel était le télescope, alors les 5 forces de Michael Porter, c'est la loupe. Ça nous permet d'examiner de très très près la compétition qui nous entoure. Et ce modèle, il pose une question toute simple, mais assez brutale. Dans un secteur donné, qui a vraiment le pouvoir? Est-ce que ce sont les clients qui dictent les prix? Ou alors les fournisseurs? Ou encore les concurrents? La réponse à cette question, c'est la clé pour construire une stratégie qui justement tient la route. Ce qui est vraiment puissant avec ce modèle, c'est qu'il nous force à voir la concurrence de manière beaucoup plus large. Parce qu'un concurrent, attention, ce n'est pas juste celui qui fait la même chose que nous. Non, c'est aussi le nouvel acteur qui pourrait débarquer et tout changer. C'est le fournisseur qui peut faire grimper les coûts. C'est le client qui peut mettre la pression. Et c'est même le produit de substitution qui pourrait rendre une offre complètement dépassée. Analyser, c'est bien, c'est même essentiel, mais ça ne suffit pas. La question, c'est comment on passe de cette analyse à des décisions concrètes, surtout quand le futur est super flou. Et pour ça, il y a une distinction hyper importante à faire. Une distinction faite par l'économiste Frank Knight, celle entre le risque et l'incertitude. Le risque, imaginez, c'est comme un jeu de dés. On connaît les probabilités, on sait qu'on a une chance sur 6 de faire un 6, c'est mesurable. L'incertitude, c'est beaucoup plus flou. C'est comme si on jouait avec un dé, mais on ne sait même pas combien il a de faces ni ce qu'il y a dessus. Ce n'est pas mesurable. Allez, pour que ce soit plus clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, la crise sanitaire. C'était l'incertitude absolue, personne ne pouvait calculer de probabilité. Et dans ce brouillard total, la réaction de Decathlon est un cas d'école, une vraie leçon de management. Face au chaos, Decathlon n'a pas cherché à prédire l'avenir. Ils ont agi pour le créer. Première étape, ils bloquent la vente de leurs masques de plongée pour les hôpitaux. Deuxième étape, ils partagent les plans 3D pour les transformer en respirateurs. En faisant ça, ils n'ont pas juste géré une crise, ils ont complètement redéfini leur mission, leur rôle dans la société. Et ça, en temps réel. Alors ce processus, il a un nom. Ça s'appelle le sense-making, la fabrication de sens, un concept de Carl Weick. L'idée, c'est que face au grand flou, à l'incertitude, le but n'est plus d'avoir le plan parfait. C'est impossible. Le but, c'est de construire ensemble une histoire qui a du sens, une interprétation commune qui permet à tout le monde d'avancer dans la même direction, même dans le brouillard. C'est exactement ce que Decathlon a fait. Bon, tout ça nous amène à une question assez fondamentale. Est-ce que ces super outils comme Pestel ou Porter sont encore suffisants aujourd'hui
dans un monde qui semble de plus en plus imprévisible, voire chaotique. Aujourd'hui, on entend souvent parler de l'acronyme VICA pour décrire notre environnement. Volatile, incertain, complexe et ambigu. Dans un monde comme ça, faire des prévisions devient un exercice extrêmement périlleux et une analyse peut devenir obsolète en quelques semaines à peine. Et c'est exactement pour ça que des penseurs comme Henry Mintzberg nous alertent contre une planification stratégique trop rigide. La stratégie, ça ne peut plus être un plan gravé dans le marbre qu'on suit à la lettre. Non, ça doit être un processus d'apprentissage permanent, une capacité à s'adapter, à pivoter presque spontanément. Et c'est ça le message clé à retenir. Le but de toute cette analyse aujourd'hui, ce n'est plus de produire un plan parfait. Non, le véritable avantage, la clé, c'est de développer une conscience perpétuelle, une sorte de radar allumé en permanence, capable de sentir les moindres vibrations du monde extérieur pour pouvoir réagir, non pas en suivant un plan rigide, mais avec une agilité de tous les instants. On peut donc se quitter avec cette question à appliquer à son propre monde. Quelles sont les forces invisibles, les courants de fond qui sont en train de tout changer autour de nous, là, en ce moment même? Apprendre à les voir, ce n'est pas seulement une question de stratégie, c'est le début de tout.